Hala Madrid, Hala Madrid, Hala Madrid. Salut Aslan, Salut Xavier. et je te souhaite une très très belle année, je suis très content de te voir. Merci beaucoup, également je te souhaite une très belle année, mais par contre qu'à toi et pas à Barcelone. T'étais invité toi à la fête de Neymar? Ah bah non, malheureusement j'étais 5e dans sa liste, donc malheureusement j'ai pas fait la fête avec lui. À la même position que Vinicius pour le prix du Ballon d'Or. Ah bah je pense que oui, à peu près pareil. Maintenant qu'on parle des attaquants brésiliens, est-ce que tu veux pas en parler aujourd'hui lors de notre épisode? Eh bien, je trouve que tu as une très bonne idée. Parlons du Brésil, de la sélection brésilienne et de ses plus grands attaquants, notamment ceux qui ont marqué nos deux clubs. Donc je te propose de commencer, comme d'habitude, par l'actualité de ces deux grandes équipes, suivi des grands Brésiliens du Real Madrid, ceux du FC Barcelone, et en continuant par un focus sur la Seleção. Bon, commençons par le Real Madrid si ça te dérange pas. Oui, deuxième à votre place, commençons par le Real Madrid, ok. Et ben voilà, merci de l'avoir cité, que nous on est plus avancés que vous dans le tableau de championnat d'Espagne. Alors nous on n'a pas fait de grands matchs, on a fait un match nul contre Elche, qui a très bien commencé avec un but de Modric de tête, son premier but de tête en 365 matchs je crois qu'il a fait dans sa carrière d'ailleurs, il n'est pas qu'au Real Madrid. Un peu le Birov croate, quoi. Exactement, oui, que de buts de tête. Et après, on a encaissé un but de penalty au début de la deuxième mi-temps et on n'a pas pu marquer le deuxième. Donc, en match nul, notre série de 6 victoires d'affilée s'est arrêtée là. Mais Vous avez bien fini l'année 2020. ah bah écoute, c'était un cadeau pour les Catalans. Merci, apprécié. On va revenir sur votre cadeau un peu plus tard. Mais par contre, l'année 2021 a bien commencé pour nous. Finalement, Asensio qui met en but et fait une passe décisive. Donc en plus 1, ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait ça dans un match. C'est peut-être une meilleure nouvelle que le vaccin, ça, pour vous. Ah bah écoute, En tout à cas, peu près au même niveau. C'était plus attendu, je crois. Je dirais oui qu'à peu près au même niveau, parce que depuis sa blessure, elle était pas spécifiquement bon, mais voilà, là pour le coup, il commence à revenir un tout petit peu. Et aussi le but de Vasquez, c'était dans l'autre sens, donc on a commencé par le but de Vasquez, et après au début de la deuxième mi-temps, le but d'Asensio, et on gagne le match tranquillement 2-0. Ouais, donc l'année 2021 commençait sous les meilleurs auspices jusqu'à ce match, en effet. Exactement. Mais alors vous, qu'est-ce que vous avez fait de beau? Ben, on a terminé l'année 2020 comme on en avait commencé, en étant nul. On a fait un match nul, justement, qui porte bien son nom, contre Eibar, à domicile. C'était un match horrible qu'on a failli perdre. C'est l'entrée de Dembélé qui nous a sauvés, c'est lui qui a égalisé. On a encaissé donc l'ouverture du score sur une énième erreur défensive, un truc magique de Aroro qui fait une passe décisive à l'attaquant de Eibar. Donc voilà, un match à oublier. D'ailleurs, c'est le même attaquant qui a marqué contre le Real Madrid récemment. Donc, apparemment, il est pas mal. Visiblement, il aime les petits clubs. Mais alors, dis-moi, Martin Braithwaite, j'ai entendu qu'il a fait un très beau match contre Eibar. Alors, il a été atroce contre Eibar, et ça me fait du mal de dire ça, mais d'abord, il a pris le ballon sur le penalty, parce qu'on a eu un penalty à 0-0. Et en plus, vous n'avez pas eu Messi sur le terrain. Messi était blessé, était en tribune. Griezmann, lui, était sur le terrain, c'était normalement lui qui devait tirer le penalty. Mais je pense que voilà, Braithwaite, comme les fans, avait peur qu'il le rate, donc il a pris ses responsabilités et il a fait voilà, un beau penalty à côté. Il a eu dû avoir peur du gardien, je ne sais pas, mais penalty raté. Aïe aïe aïe. Il a marqué, il s'est rattrapé. Quelques minutes plus tard, il a réussi à marquer, sauf qu'il était 1 mètre hors jeu, donc bon, but annulé. Et c'est les 2 seuls ballons qu'il a touchés pendant 90 minutes. Quel dommage, j'ai quand même confiance en lui. Et t'as raison d'avoir confiance. Il l'a prouvé là, premier match de l'année contre Huesca. On a gagné à l'extérieur, après une très bonne performance de Martin. Ah bah écoute, encore une fois, vous avez gagné parce que Messi est revenu. Alors c'est vrai que le retour de Messi nous a fait du bien, c'est notamment lui qui fait la passe décisive sur le but de Francky. Francky, homme du match pour moi, mais voilà, c'est justement sur ce but que Martin fait une très bon appel, qui fait éclater la défense centrale et donc qui ouvre un espace pour De Jong. Mais sinon, Messi est bon dans le jeu, mais c'est plus pareil. Je pense qu'il est déjà parti à l'intérieur. Bah sans lui, alors c'est la Segunda qui vous attend, non? Mais non, nous on ne dépend pas que d'un joueur, on n'est pas le Real Madrid, on ne dépend pas d'un joueur qui s'appelle l'arbitre, hein, évidemment.
On a un bon collectif, même si pour l'instant on ne le voit pas, puisque même malgré la victoire, on a été mauvais, mais mauvais. Enfin, un match assez horrible où Ter Stegen nous a sauvés à de nombreuses reprises. On a une domination complètement stérile, une fin de match étouffante, mais écoute, les 3 points sont là, donc on va pas pleurer. Exactement. Mais alors, la dernière question là-dessus, Antoine Griezmann, quand va-t-il remplacer Messi? Bah écoute, il a fait une très très bonne 80 minutes sur le match contre Huesca. Il était sur le banc et c'est peut-être sa meilleure prestation depuis le début de la saison. En tout cas, c'est un poste qui lui convient bien. Là, je suis fier de Koeman sur ce choix. Je vois très bien que Antoine Griezmann, c'est pas ton joueur préféré. Mais Martin, par contre, avec sa technique, avec sa finition, il doit bien faire partie d'une équipe nationale brésilienne, lui. Alors, je pense qu'il pourrait faire partie de l'équipe nationale brésilienne actuelle. Mais quand je vais te parler de mes joueurs, de mes attaquants brésiliens préférés qui sont passés par le Barça, malheureusement, Martin n'en fait pas partie. Ah bah écoute, je te laisse commencer alors. C'est qui ton premier choix? Alors, mon premier choix, c'est Romario. J'en Ah, parle à évidemment, peu près à toutes les émissions. exactement. Tu me fatigues avec ça. Il est resté qu'un an et demi au Barça, mais voilà, comme je te l'ai dit, c'était mon premier joueur préféré. Il était absolument magique. Ronaldo, c'est une légende sur le terrain et en dehors. Comme Pelé, il a compté tous ses buts même à l'école primaire, donc il a déclaré qu'il avait marqué plus de 1000 buts. Et d'ailleurs, il s'est pas arrêté là, parce il a dit j'ai eu 1000 buts et 1000 femmes. C'était ça, Romario. Ah bah écoute, très très classe ce petit Romario. Mais alors à Barcelone, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu un match, je crois, un fameux match dont on nous a parlé déjà quelques fois. Ah, je suis pas au courant. J'ai pas vu de défaite de Romario au Barça. Tu es sûr? Un fameux coach, Capello, 94, ça te Ah, dit rien? rien du tout. Rien du tout. Peut-être que je Ouais, devrais écouter Meshk et Galacticos plus souvent et j'apprendrai des choses. exactement. Bah écoute, Romario, il fait en effet une saison monstrueuse au Barça, la saison 93-94, dont on a déjà parlé précédemment. Cette année-là, il ne gagne pas le Ballon d'Or, puisque à l'époque, le Ballon d'Or est réservé aux joueurs européens. Mais il est tout de même élu joueur FIFA de l'année. Rappelons-le, il est champion du monde, il gagne le titre de champion, il est Pichichi, meilleur buteur de la Liga. Il est absolument monstrueux. Pour son premier match, il met un triplé également contre le Real Madrid dans le Classico, avec un but légendaire, ce fameux but, le Cola de Vaca, où il invente un dribble. Je vous invite à le regarder sur YouTube parce que c'est absolument phénoménal. Et en Non, fait, non, non, ne le faites pas. ça résume bien Romario, c'est que dans la surface, il avait des appuis qu'on n'avait pas vus avant, il avait une explosivité incroyable, une imagination, il était très froid devant le but, donc c'était vraiment un très grand buteur, et son palmarès le prouve. Alors tu m'as parlé de son palmarès, est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Bah écoute, Romario, c'est un palmarès énorme. Il gagne 2 Copa América avec le Brésil, en 89 et en 96, il gagne une Coupe des Confédérations, même si on s'en fout, elle est là, bien sûr la Coupe du Monde, et alors, avant d'arriver au Barça, il est au PSV, il va gagner 3 championnats de Hollande avec le PSV Eindhoven. Au Barça, en un an et demi, il va gagner un titre de champion, puis un titre de champion du Brésil avec Vasco de Gama. Je te passe les coupes, les super coupes, parce que bon, il y en a un paquet. Et surtout, il va finir meilleur buteur de tellement de compétitions, c'est incroyable. Les JO à Séoul en 88, le championnat hollandais 3 ans d'affilée entre 89 et 91, l'Espagne donc en 94, le Brésil bien plus tard, 2000, 2001, 2005. C'est un joueur qui a explosé partout. Eh ben écoute, j'avoue que c'est un palmarès assez impressionnant. Mais pour le coup, est-ce que tu peux me dire pourquoi il est resté qu'un an et demi? Tu m'avais dit que les meilleurs restent toujours au Barça, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi seulement un an et demi? Bah écoute, je pense qu'il était un peu trop fou pour nous. Et même si dans l'équipe à l'époque, on avait quand même Cruyff sur le banc et Stoichkov en attaque. C'est ce que je voulais dire, plus fou que Stoichkov. Ah ben plus fou que Stoichkov. En Ça fait, il a eu... existe. Ben oui, le Brésilien l'a réussi. Il a eu tellement de... Déjà, il détestait s'entraîner. Il s'entendait pas avec la plupart de ses coéquipiers. Son seul ami dans l'équipe, c'était Stoichkov. Et en fait, quand ça a commencé à tourner au vinaigre après la Coupe du Monde 94, ses performances ont commencé à chuter. Son dernier grand match, c'est un match en Champions League contre Manchester United. Je crois qu'on leur en met 5 de mémoire. Et c'est un peu le dernier grand match de la Dream Team.
si bien qu'à force de petites blessures, de retard à l'entraînement et de manque de professionnalisme répété, il va s'en aller à l'hiver 94. Il retourne au Brésil. Et depuis, il n'a jamais joué pour un grand club européen, c'est ça? Il est revenu à Valence, il me semble, 2 fois, mais c'était plus le même. Au Brésil, il a continué d'affoler les compteurs, à remporter des titres et à être un très très grand joueur. Mais en effet, il a plus marqué le football européen après son départ du Barça. En même temps, quand tu as été peut-être le meilleur joueur de la meilleure équipe du monde, voilà, c'est ton apogée, tu peux pas faire mieux. Il n'allait pas signer dans un club de seconde zone comme le Real Madrid. Et oui, le meilleur joueur qui a perdu sa grande finale, même si tu veux pas vraiment en parler, mais un certain final 94, oui, je me rappelle bien. C'est comme ça que les meilleurs joueurs et les meilleures équipes perdent. Je me rappelle pas du tout. Mais est-ce que toi, ton choix numéro 1 peut lutter avec mon Romario? Et bien évidemment, c'est un attaquant que tu dois connaître très très bien. C'est un autre Brésilien incroyable, un autre numéro 9 quasi parfait. C'est Ronaldo Nazario. Ah ben c'est un Brésilien que je t'ai laissé, c'est un cadeau que je te fais. Ah bah écoute, il a passé qu'un an chez vous et 5 ans au Real Madrid, donc quand même, merci pour ce cadeau. Mais il a été plus impressionnant chez nous en un an qu'en 5 ans chez vous. Donc, Et bah écoute, ça c'est discutable, mais pour le coup, oui, il a commencé sa carrière en Europe à peu près comme Romario. Il est parti, après Brésil, il est parti à PSV Eindhoven où il est resté pendant 2 ans. Encore une fois, comme Romario, il a été meilleur buteur en Ligue néerlandaise. Et après, il est parti à Barcelone où il fait aussi une saison monstrueuse. Mais à la fin de cette saison, il part à Inter Milan où il passe 5 ans de sa carrière. on était un peu radin, on avait besoin d'argent et donc on a fait ce choix très judicieux de le vendre à l'Inter. Ah bah, comme d'habitude, quand tu me parles de Barcelone, à chaque fois, c'est le manque d'argent, c'est les pertes en finale, c'est incroyable. Écoute, nous on n'a pas le roi pour éponger nos dettes, donc oui, on est obligé de se débrouiller comme on peut. Sois pas jaloux. Bon, et en 2002, finalement, c'est le pic de sa carrière, si on peut le dire. Il gagne la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde, il part au Real Madrid où il commence à briller directement. Il gagne la Liga 2002-2003. La saison d'après, il finit meilleur buteur et il part de Real Madrid en saison 2006-2007 après un conflit qu'il avait avec Capello et en plus il n'était pas trop en forme déjà à cette époque-ci, ce qui est lié directement à sa hygiène de vie et juste ses blessures. Oui, il avait une bonne bouée, quoi. Le réveillon pour lui c'était un peu tous les jours. Et bah écoute, à peu près comme pour Ronaldinho, Neymar et tous les autres Brésiliens, si on peut le dire. Ouais, je pense pas qu'on ait vu beaucoup de Brésiliens aussi corpulents que Ronaldo être titulaire au Real ou au Milan AC. Et même avec un corps comme ça, si je peux me permettre, il avait quand même fait 177 matchs pour Real Madrid et marqué 104 buts. Là, c'est bien pour ça que c'était une légende. Ah ben voilà. Donc quand même un peu de respect pour grand Ronaldo. Il était incroyable, même une fois qu'il était parti de Real Madrid et une petite saison qu'il a fait en Milan, il a fait 20 matchs, marqué 9 buts, ce qui n'est pas si mauvais pour la forme qu'il était à l'époque. Et après, une fois qu'il était parti au Brésil pour finir sa carrière, il a fait aussi aux alentours de 70 matchs pour Corinthians et il a marqué 30-40 buts. Donc une sacrée carrière pour ce brave Ronaldo. Et bah écoute, il a quand même. Je pense que c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas gagné la Champions League. C'est le seul trophée qui lui manque. Écoute, il a quand même gagné 2 Coupes du Monde. C'est déjà pas mal. Il a gagné 2 Coupes du Monde, 2 Copa América, une Coupe de Confédération. Donc, il a gagné la Liga, comme j'ai dit. Il a gagné la Coupe de Roi. Il a gagné l'UEFA Cup avec Inter Milan. La Coupe des Coupes avec le Barça contre le PSG en finale. Le tournoi qui intéresse personne, oui, j'avoue, mais bon, merci de le mentionner. Tu l'as gagné combien de fois, toi? Ça ne nous intéresse pas, on a gagné 13 fois la Champions League. Donc tu te calmes tout de suite. Donc Ronaldo, oui, un grand attaquant brésilien qui, malgré ses problèmes de santé, a brillé comme l'une des plus grandes stars de l'histoire du football. Bon, je valide ton premier choix, je crois que ça ferait un beau duo d'attaque. Je suis tout à fait d'accord avec toi, un beau duo. Mais alors, est-ce que tu veux me parler de ton deuxième choix? Alors, mon deuxième choix, ça va probablement faire polémique, mais pour moi, c'est le meilleur Brésilien de sa génération, c'est Rivaldo. Ah, le sacré Rivaldo. Ballon d'or en 99, finaliste de la Coupe du Monde en 98, vainqueur de la Coupe du Monde en 2002 avec Ronaldo,
D'ailleurs, même si Ronaldo cette année-là met 8 buts dans la compétition, pour moi le meilleur joueur de la compétition, c'est Rivaldo qui porte vraiment le Brésil. Surtout contre Turquie. Rivaldo, c'était un magicien. Rivaldo, vraiment, c'était un magicien. Quand il a joué au Barça, il nous a porté vraiment quand il était là. À l'époque, l'équipe était vraiment en fin de cycle. Ça rappelle un peu la période actuelle. Et il était monstrueux. Il a marqué un nombre de buts incroyable. Et surtout, il a marqué peut-être le but le plus fou de l'histoire du Barça. C'était contre Valence en 2000-2001, à la dernière journée. Il fallait à tout prix qu'on gagne pour se qualifier pour la Champions League. Et donc, à la 90e minute, il choisit de faire un contrôle de la poitrine dos au but sur une passe de Franck de Bourg, retourné acrobatique à l'entrée de la surface, et ça part dans le petit filet, et on se qualifie, petit filet donc de Santiago Canizares. On ne parle pas d'un gardien de seconde zone comme Thibaut Courtois. Et donc voilà, on va se qualifier sur ce but-là, et ça résume parfaitement la carrière de Rivaldo. C'était vraiment un joueur qui était très spectaculaire, mais aussi très efficace dans les moments où on avait besoin de lui. Mais il a déjà commencé à briller avant votre club. Il a commencé à briller en Espagne à Deportivo La Coruña, si je ne me trompe pas. Exactement, il arrive du Brésil, il signe au Deportivo, le Super Deport, et il fait une première saison magnifique. Vraiment, il est très très efficace, et c'est pour ça que le Barça va aller le chercher. Donc il arrive en 97 au Barça avec Luis Van Gaal. Donc tu peux te dire que la cohabitation va pas être facile entre un Brésilien et le grand Luis. Et pourtant ensemble ils vont aller gagner 2 titres de champion, un doublé Coupe Championnat. Rivaldo c'est vraiment le joueur totem de cette génération au Barça. Il va quitter le Barça en 2002 pour atterrir au Milan. Et là, il va gagner la Champions League dès sa première saison, même s'il n'est pas toujours titulaire, d'ailleurs, il ne joue pas la finale. Mais il a quand même de belles stats cette année-là, et ça reste un très très bon joueur de cette équipe. Et ben, Rivaldo, lui aussi, il a un palmarès incroyable, parce qu'après, bon, il va partir en Grèce, donc on n'est pas dans un top championnat, mais il va quand même finir champion 3 ans d'affilée avec l'Olympiakos. Il va finir champion aussi pendant 4 ans consécutivement dans sa destination suivante en Ouzbékistan. Ah, les voisins. Voilà, et ça m'étonnerait là qu'on ait beaucoup de stars qui soient champions de l'Ouzbékistan. Hein. Prends ça, Cristiano Ronaldo. Eh ben oui, Messi, Ronaldo, c'est ça ce qu'il faut viser. Exactement, c'est ce que je leur conseille pour leur fin de carrière. Partez en Ouzbékistan pour rattraper Rivaldo. Exactement, si t'as pas gagné le championnat d'Ouzbékistan ou de Russie ou de Kazakhstan, ton palmarès il n'est pas complet. Et puis voilà, c'était aussi un grand buteur, même si c'était pas un neuf, puisqu'il a fini meilleur buteur de la Copa América en 99, de la Champions League en 2000 et du championnat ouzbek, attention très relevé, en 2009. Donc au final, il va quitter le Barça après 235 matchs et 130 buts. Donc oui, moi après mon chouchou Romario, voilà, Rivaldo m'a fait rêver, donc c'est forcément dans ma sélection. En effet, pas mal comme deuxième choix. Bon, parle-nous de ton deuxième choix. Est-ce qu'il est au niveau de Rivaldo? Eh ben, pas tout à fait. Je dirais pas qu'il est tout à fait au même niveau de Rivaldo ou de Romario et Ronaldo, mais quand même, c'était une petite pépite qui pouvait être une grande star, mais malheureusement, il n'est pas arrivé à un niveau qu'on souhaitait, qu'on voulait, où on voulait le voir. C'est Robinho. Ah, le nouveau Pelé. Eh ben oui, le nouveau Pelé, l'un des milliers de nouveaux Pelé qui sont arrivés dans les années 2000 et dans les années 90 aussi. Donc oui, Robinho qui commence sa carrière dans le club de Pelé d'ailleurs, à Santos. Et en 2005, il est transféré au Real Madrid pour 25 millions d'euros. Donc, comme on a dit, c'était une grande star. Normalement, c'était censé être une grande star. Et il a fait 3 saisons au Real Madrid qui étaient pas mal. Il n'était jamais mauvais, il n'était jamais surcoté. Mais malheureusement, il n'a pas performé autant. Il n'a pas performé à un niveau dont on attendait. Et en 2008, il était parti à Manchester City pour quand même une somme correcte de 42 millions d'euros, où il a continué sa carrière. Il était pas mal à Manchester City et après à Milan AC. Mais si on parle de son période à Real Madrid, il n'était pas très spectaculaire. Il a gagné de la Liga en 2007 et en 2008. Il était souvent titulaire, quasiment tout le temps titulaire. Et on peut dire que c'était pas un flop quand tout le monde dit maintenant, parce que je trouve que c'est assez souvent qu'on entend que Robinho c'était un flop, qu'il n'a pas performé. Je dirais pas ça. Ouais, je suis d'accord, c'était pas vraiment un flop, mais peut-être une déception par rapport aux attentes qui étaient placées en lui. C'était un joueur, comme tu l'as dit, un bon joueur.
mais c'était loin d'être une légende comme pouvait l'être Pelé ou Ronaldo, qui l'avait précédé au club. Tout à fait, tout à fait. Il a même passé 1 an et demi avec Ronaldo dans le club. Ça a été la saison 2005-2006 et la première partie de la saison 2006-2007. Sauf que Robinho, il était tout le temps titulaire. Même avec Capello, avec Schuster, avec tous ces coachs-là, il était titulaire. Et Ronaldo, malheureusement, il était sur le banc déjà avec Capello, quasiment Mais tout le temps. Et Robinho, quand même, il faut dire qu'au niveau statistique, il n'était pas mauvais. Il a fait 137 matchs en 3 saisons et il a marqué 35 buts. oui, c'est pas mal. Donc pas tout à fait au niveau de Rivaldo, Romario et Ronaldo, les gens qui ont gagné les Coupes du Monde et les Ballons d'Or, mais quand même assez solide, et le palmarès qui est pas mal, avec de la Liga en 3 ans, je pense que c'est assez solide. Donc c'est un peu le remplaçant de notre trio de titulaires, quoi. Exactement, il peut être sur le banc. Bah, écoute, moi je préfère les titulaires, donc mon troisième choix, c'est Ronaldinho. Ah, le grand Ronaldinho, le grand Ronny, je pense que ce podcast va faire plaisir à nos amis parisiens. Surtout à Luis Fernandez, oui. Exactement. Ronaldinho, comme tu l'as dit, c'est le grand Ronaldinho, c'est le joueur peut-être le plus fou techniquement, le plus créatif qu'on ait vu ces 20 dernières années. C'est le Ballon d'Or 2005. Il a gagné la Coupe du Monde lui aussi en 2002. Il était associé avec Ronaldo et Rivaldo. Donc ça nous fait un beau quatuor d'attaque si on rajoute Romario. Tout à fait. C'était un dribbleur de génie. Il savait tout faire sur le terrain. Il a inventé pas mal de dribbles. Son époque brésilienne, c'était l'époque du yoga bonito. Ce n'était pas qu'un slogan marketing. C'était vraiment, quand on le voyait jouer, assez incroyable. C'était de la joie de vivre avec le ballon. Quand tu as dans la même équipe Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Joga Bonito, c'est un peu obligé quand même. Ouais, mais après on verra qu'en 2006, tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est à cause de grand Zinedine Zidane, of course. Je pense que c'est surtout à cause du Brésil. Mais écoute, pour l'instant, continuons sur Ronaldinho, parce que Ronaldinho, c'est aussi le renouveau du Barça. Donc après la période un peu sombre qui était l'époque de Rivaldo, surtout ces dernières années, Ronaldinho arrive en 2003 et il va signer son arrivée par un but incroyable dans un match complètement fou. On reçoit le FC Séville, le match se joue à minuit 5 parce qu'en fait, donc il devait se jouer la veille à un horaire normal, à 20h ou à 21h, je ne sais plus. Et en fait, l'UEFA ou la FIFA pose un problème de calendrier, les internationaux n'ont pas le droit de jouer ce jour-là. Et donc, les deux clubs se mettent d'accord avec la télévision pour jouer à minuit 5 le lendemain. Donc, c'est le seul match de Liga qui se jouera à cet horaire-là. Ça se termine sur le score de 1-0 pour le Barça, et Ronaldinho va inscrire une frappe incroyable de plus de 35 mètres qui va se loger dans la lucarne du FC Séville. Et donc, c'est vraiment le symbole du renouveau de cette équipe, parce que donc, on est les années d'avant, ça me fait beaucoup de mal de le dire, mais un petit peu dominé par des équipes moins bonnes que nous, comme le Deportivo La Corogne, comme le FC Valence ou comme le Real Madrid. Exactement. Et à partir de l'arrivée de Ronaldinho, le Barça va redevenir un club frisson. Je ne vais pas te parler de cette période de succès parce que allez, on est à la période des cadeaux, donc j'ai envie que tu restes de bonne humeur. Mais voilà. Et alors, le pic de gloire de Ronaldinho au Barça, ça je pense que tu t'en souviens, c'était un soir. Oui. Voilà, c'était un soir de 2005 à Bernabéu où on va gagner 3-0 là-bas, un beau classico. Et sur le troisième but, les supporters, le stade, se lèvent pour applaudir Ronaldinho. Les applaudissements bien mérités, je dois l'avouer. Est-ce que tu étais debout devant ta télé pour applaudir toi aussi? Non, je pense que j'étais en train de pleurer parce que j'avais que 2 ans à l'époque, donc voilà, ça faisait mal. Ah, mais t'étais bien rentré dans la vie avec ce match. Bah, évidemment, pour t'avouer, je peux te dire que Ronaldinho, c'est l'un des 2 joueurs qui m'ont impressionné le plus quand je les ai vus jouer. Bah écoute, je te comprends, parce que même si après 2006 et notre victoire en Champions League avec cette équipe incroyable où il y avait Samuel Eto'o, Ronaldinho donc, Deco, Giuli et j'en passe, sa carrière va commencer à décliner. Il s'en ira en 2008 au Milan AC.
Après de nombreuses critiques, il avait un peu la même hygiène de vie que Ronaldo, donc à un moment il avait aussi la même bouée. Donc voilà. Mais au Barça, ça reste une légende, puisqu'il a quand même inscrit 94 buts en 209 matchs. Rappelons-le, c'était pas un neuf du tout, il a plutôt l'habitude de jouer sur le côté. Et puis là aussi, c'est un palmarès assez unique. Avant le Barça, il était au Paris Saint-Germain, avec une fortune diverse, mais il a quand même gagné une coupe Intertoto en 2001. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Pour le Comment PSG, c'est c'est pas mal. Exactement. C'est un Pour beau palmarès. PSG, c'est déjà un trophée. Au Barça, donc, évidemment, il a été champion 2 fois, en 2005 et en 2006. Il a été champion d'Italie avec le Milan en 2011. Il a gagné la Copa Libertadores en 2013 avec l'Atlético Mineiro. Avec le Brésil, il a donc gagné la Coupe du Monde, mais également la Coupe des Confédérations 2005 et la Copa América 99. Pas mal comme palmarès. J'avoue un peu moins impressionnant que Rivaldo, Ronaldo ou Romario. Parce que quand même, quand tu as 2 Coupes du Monde gagnées, c'est quand même un peu plus impressionnant. Mais je pense qu'esthétiquement, il a laissé une empreinte peut-être plus importante, parce que son corps arrivait à faire des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et même si on n'était pas supporter du Barça, c'était agréable de le regarder jouer. Ça, j'avoue, tout à fait. Bon, et toi, ton troisième choix, encore un remplaçant ou est-ce que tu vas nous mettre quelqu'un d'importance? Et je ne sais pas comment répondre à cette question. Parce qu'il n'était pas tout à fait un remplaçant, mais en même temps, il n'était pas tout à fait titulaire. Pour des raisons différentes, des raisons variées. Mais alors, je vais te parler de l'un des meilleurs numéro 10 de ces dernières vingtaine d'années. C'est Kaka. Ah, mais oui, Kaka, un grand joueur, un très grand joueur. Très très grand joueur d'AC Milan plutôt que de Real Madrid. On se souvient plutôt de lui comme un joueur de grand Milan des années 2000, avec Zedorf, avec Pirlo, avec Inzaghi, monsieur qui marquerait aucun but avec la VAR, je pense. Donc Kaka, c'était un joueur exceptionnel qui arrive au Real Madrid après, comme j'ai déjà dit, une grande carrière à Milan, avec qui il gagne la Ligue des Champions, où il fait une saison totalement incroyable 2006-2007. Inoubliable. Le match contre Manchester United à Old Trafford, je pense que c'est l'une des meilleures performances que j'ai vues de ma vie. Un chef-d'œuvre. Surtout le deuxième but, où il fait des clowns de toute la défense de Manchester United. C'était incroyable. Il était absolument injouable. Et c'était le dernier ballon d'or, si on ne parle pas de Modric 2018, qu'il a été gagné par quelqu'un à part Messi et Ronaldo. Bel exploit. Donc voilà, il était vraiment incroyable. En plus, il a gagné la Coupe du Monde 2002 avec le Brésil, où il était avec Rivaldo, Ronaldo, Rivaldo. Et en 2009, avec le retour de Florentino Pérez, qui veut refaire les Galactiques comme à l'époque, comme à la belle époque du début des années 2000, il achète Kaka à 65 millions. Et qu'est-ce qu'il a gagné en 2009, Kaka? Niente, si on peut le dire en italien. Je peux te répondre en italien, il a gagné à rien du tout, mais c'était encore un joueur qui était incroyable. Il avait que 26 ans à l'époque, ou non, il avait 27 ans. 27 ans quand il est arrivé, donc c'est le pic de joueur, c'est le pic pour le numéro 10, donc on l'a acheté avec des espoirs qu'il va nous ramener vers la victoire en La Liga et surtout en Champions League. Donc tu es en train de me dire que le meilleur joueur du monde, potentiellement, signe dans une équipe aussi forte que le Real Madrid et ne gagne pas un trophée? Vous deviez avoir un adversaire vraiment très très fort à cette époque. En 2009-2010, bon, était pas très très solide. En huitième de finale de Ligue des Champions, on perd contre Olympique Lyonnais. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et surtout que c'était surtout dommage parce que la finale de cette compétition, en 2009-2010, la finale de Champions League, c'était à Bernabeu. Je vois bien que ça te fait mal d'en penser parce que vous pouvez gagner la Champions League à Bernabeu. On aurait dû. Je pense que ça va jamais arriver. Ah, l'espoir fait vivre, tu sais, je suis confiant. On va voir ce qui va arriver dans les années qui viennent, mais en tout cas, en 2010, c'était pas à nous. C'était encore à nous, et malheureusement, Kaka, il n'a pas un très très grand palmarès avec Real Madrid. Il a gagné une Coupe de Roi, il a gagné en La Liga 2011-2012, où on finit avec 100 points, avec un record. C'était incroyable, mais il était déjà plus titulaire parce qu'avec l'arrivée de Mesut Özil en 2010, il n'a plus beaucoup joué pour le Real. Il n'a plus beaucoup été choisi parmi les 11 titulaires.
ce qui était pour une raison, c'était une raison en raison de ses blessures après la Coupe du Monde 2010, parce que quand même la saison 2009-2010 elle était assez solide, il était souvent titulaire et il a marqué pas mal de buts. Mais même, juste pour te donner une petite anecdote, à l'époque c'était pas Cristiano Ronaldo qui tirait les pénaltys au Real Madrid, c'était Kaka. Donc juste pour te montrer le niveau de respect que Cristiano Ronaldo avait pour Kaka et juste le niveau de respect que l'équipe avait pour Kaka. Donc même avec Raoul sur le terrain, par exemple, c'était Kaka qui tirait des pénaltys. Écoute, je te remercie de nous apprendre que Ronaldo a du respect pour quelqu'un d'autre que Cristiano Ronaldo. Tu vois, exactement. Et il y a aussi sa maman. Sa maman et Kaka. Voilà. Et nous aussi, on a beaucoup de respect pour sa maman. Exactement. Pour toutes les mamans. Mais si on peut revenir sur Kaka, donc Kaka, malheureusement, encore une fois, c'est un peu l'histoire de Robinho au Real Madrid. On avait beaucoup d'attentes, on avait beaucoup d'espoir en lui, et malheureusement, il n'a pas performé comme on voulait. Mais quand même, il a fini avec 120 matchs en 4 saisons et 29 buts, ce qui est pas si mauvais. Encore une fois, les gens parlent d'un gros flop, mais on avait des flops qui étaient un peu plus impressionnants que Kaka quand même. Bon, je trouve que maintenant on a parlé des grands joueurs qui ont joué à Real Madrid et à Barcelone, mais je pense qu'on peut passer à une équipe nationale qui a réuni tous ces grands joueurs, c'est l'équipe brésilienne. Écoute, le Brésil, c'est peut-être la plus grande équipe nationale de tous les temps, en tout cas le plus beau palmarès. Ils ont le record, ils ont gagné 5 Coupes du Monde. C'est la seule équipe qui a été présente à toutes les Coupes du Monde depuis sa création. Et leur histoire ne commence pas avec la création de la Coupe du Monde, mais plutôt en 1950. À cette époque-là, la Coupe du Monde se passe au Brésil. C'est une poule à 3 équipes, c'est un peu naze. Mais bref, en tout cas, le dernier match de poule, ils le jouent contre l'Uruguay. Les 2 équipes peuvent être championnes. Il leur faut une victoire. Et en fait, ce match va rester comme le Maracanã-Sao, puisque c'est l'Uruguay qui va l'emporter. Et ça devient un traumatisme terrible. Et oui. À tel point que cette équipe jouait en blanc, le Brésil jouait en blanc à l'époque, et en 54, ils vont changer les couleurs du maillot pour jouer en jaune, bleu et blanc, comme on les voit aujourd'hui. Le début de la gloire, c'est 1958. Ils sont en Suède, ils vont remporter la Coupe du Monde. Il y a un attaquant qui va devenir très célèbre, qui a seulement 17 ans, qui est Pelé. Et là, le Brésil met des roustes à tout le monde. 5 buts en demi-finale, 5 buts en finale. Voilà. Ça se poursuit en 62 au Chili. Là, encore une fois, ils sont champions. Pelé va pas trop peser sur la compétition parce qu'il va être blessé assez vite, mais c'est Garrincha, le joueur qui avait les jambes arquées, les 2 jambes du même côté, qui va être absolument phénoménal, et donc ils vont être champions du monde pour la 2e fois. Et cette période faste va se conclure au Mexique en 1970, c'est la première Coupe du Monde en couleur, elle est diffusée partout, et ça va devenir vraiment un événement marquant pour toute une génération. Le Brésil est au sommet, c'est là qu'ils ont le plus bel effectif. Pelé réalise des gestes incroyables, et souvent on se souvient de ces gestes alors que ça n'a même pas été des buts, comme son grand pont ou son lob du milieu de terrain. Mais voilà, en finale, c'est la masterclass. Ils vont battre l'Italie, qui était quand même une équipe très 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 talentueuse et très défensive, sur le score net de 4-1. C'est leur 3e victoire dans la compétition, et comme le veut la tradition à l'époque, ils vont garder le trophée de la Coupe du Monde, le trophée Jules Rimet, et donc le Brésil devient la plus grande équipe de football de l'histoire à cette époque. Donc la 4e victoire à la Coupe du Monde, ça va arriver en 94 avec Dunga, Bebeto, Romario. Ça joue pas en football très très festif, mais c'est très très solide défensivement. Et donc la finale est gagnée en pénalty contre Italie, encore une fois, comme en 70. Puis il y a une petite tragédie qui arrive en 98, en finale contre la France. Pendant tout le tournoi, le Brésil est un vrai favori avec en football vraiment très très beau. Mais par contre, défensivement, c'est pas très très solide, ce qui est montré en finale contre la France, comme j'ai dit. La défaite 3-0, en plus avec Ronaldo qui tombe malade juste avant la finale, ce qui évidemment, ce qui n'aide pas trop Brésil en finale. Une coïncidence un peu douteuse. Eh ben oui, ça on n'en parle pas. Mais après, en 2002, la prochaine Coupe du Monde, Ronaldo revient de sa blessure qu'il a eue à Inter Milan juste avant le tournoi et fait un tournoi incroyable dont on a déjà parlé aujourd'hui avec 8 buts magnifiques. Mais, encore une fois, comme tu l'as mentionné, le cœur de cette équipe et le meilleur joueur de cette équipe, c'est Rivaldo. Et le Brésil gagne sa 5e Coupe du Monde avec une performance incroyable, 7 matchs, 7 victoires.
Malheureusement, après cette belle victoire contre l'Allemagne en finale, la qualité et les performances de l'équipe vont se détériorer nettement, puisque en 2006, même si l'effectif est incroyable avec Adriano, Roberto Carlos, Robinho, enfin, il y a vraiment une équipe très spectaculaire, c'est la fameuse époque du Yoga Bonito, l'équipe de Ronaldinho va perdre en quart de finale contre la France, après des performances vraiment pas éclatantes dans cette Coupe du Monde. En 2010, c'est Dunga qui récupère les rênes de l'équipe. Alors là, on a une équipe qui est quand même très défensive. Il n'y a pas du tout le jeu flamboyant du Brésil. Euh, Même résultat, défaite en quart de finale, cette fois contre la Hollande, futur finaliste. En 2014, là, c'est le drame. C'est le deuxième Maracanaçao, puisque à domicile, le Brésil va aller jusqu'en demi-finale. Mais après la blessure de Neymar contre la Colombie, où il se fait couper en deux, ils vont encaisser 7 buts à la maison contre l'Allemagne, futur champion du monde. Alors là, c'était un moment quand même surréaliste, hein, on peut dire. C'est peut-être même pire que Maracanas. Hein. Franchement, je ne sais pas ce qui est pire. Perdre 2-1 contre Uruguay en finale, presque finale si on peut le dire comme ça, ou perdre 7-1 contre Allemagne en demi-finale. C'est une humiliation que j'avais jamais vue jusqu'à en prendre 8 cet été contre le Bayern. Exactement, c'est au même niveau, je pense. En 2018, encore un changement de génération. L'équipe est correcte, mais encore une fois, pas flamboyante. On n'a pas un jeu incroyable. Et surtout, on a Neymar qui est machine à même, complètement ridicule, qui passe son temps à se rouler par terre sur le moindre contact. Et encore une fois, l'équipe s'arrête en quart de finale, cette fois contre la Belgique. Voilà, futur vainqueur de l'épreuve du SEUM cette année-là. Le Brésil, donc voilà, l'histoire en Coupe du Monde c'est ça, mais c'est aussi une équipe qui a gagné 9 Copa América. Et la dernière, c'était l'année dernière, c'était en 2019 contre le Pérou, à domicile. Exactement, il s'impose 3-1, et donc c'est une équipe qui commence, on peut dire qui commence à retrouver son jeu, qui commence à retrouver un peu cette classe qu'il avait à l'époque, mais par contre, si tu vois l'effectif, c'est pas tout à fait si brillant que l'effectif en 2002, par exemple. En 2002, quand tu regardes les 11 titulaires, c'est incroyable. T'as Cafu, t'as Roberto Carlos, t'as Rivaldo, t'as Ronaldo, t'as Ronaldinho, et après, sur le banc, t'avais des joueurs comme des joueurs qui sont un peu moins connus, mais qui étaient aussi très festifs, comme Denilson, par exemple, le fameux Denilson, comme comme Kaka qui venait de commencer sa carrière. Et juste par les noms, c'était une équipe qui faisait peur. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut le dire que c'est le cas? Écoute, quand tu regardes l'effectif actuel, c'est en effet un peu moins impressionnant et peut-être beaucoup moins fort techniquement qu'à l'époque, puisque bon, la ligne d'attaque est, je dirais, intéressante, hein, je n'irai pas plus loin, puisqu'on retrouve régulièrement donc Neymar, Firmino et Richarlison, et Gabriel Jesus rentre régulièrement dans le 11. Et Vinicius, évidemment. Okay. Et au milieu de terrain, ça tourne pas mal au milieu de terrain en fonction des blessures et des méformes, mais encore une fois, c'est quand même pas flamboyant puisque on a Casemiro, Arthur, Coutinho, et que voilà, Douglas Luiz et Everton rentrent souvent dans le 11 aussi. Donc c'est pas mauvais, mais voilà, en effet, comme tu l'as dit, on n'est pas au niveau de la grande équipe de 2002. Et la défense, qui là est très stable pour le coup. On retrouve Renan Lodi, Danilo sur les côtés, et les Parisiens et anciens Parisiens, Marquinhos et Thiago Silva en centrale. Donc voilà, on s'appuie quand même sur un défenseur central de 38 ans. Et bon, le gardien, là, par contre, c'est très 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 fort, puisqu'on alterne entre Ederson et Alisson. Donc oui, à ce poste-là, il y a peu d'équipes qui peuvent faire la comparaison. Je dirais que les postes qui sont aussi forts, peut-être même plus forts que l'effectif de 2002 par exemple, c'est le poste de gardien. Parce qu'à l'époque, le gardien, le numéro 1 de Brésil, c'était Marcos, donc un gardien qui n'était pas très très célèbre. Donc Dida, par exemple, il était sur le banc, comme Rogério Ceni. Et, mais Alisson, c'est un gardien qui a gagné la Champions League très récemment. Ederson, c'est un titulaire à Manchester City, donc on peut dire qu'au niveau des gardiens, c'est quand même assez solide. Défensivement parlant, c'est pas mal aussi, même si, comme tu as dit, Thiago Silva, il commence à avoir la fin de sa carrière. Mais sur les autres postes, oui, moi non plus, je suis pas convaincu. Écoute, donc cette équipe qui a été montée par Tite,
Donc Tite, pour rappel, c'est un des coachs qui a le plus de prestige au Brésil. Il a entraîné 11 clubs là-bas, notamment les Corinthians, avec qui il a un sacré palmarès. Il a gagné une Copa Libertadores en 2012. Là, la Coupe intercontinentale contre Chelsea. Avant ça, il avait gagné une Coupe Sudamericana, qui est l'équivalent de l'Europa League avec l'international. Il a été 2 fois champion du Brésil. Enfin, voilà, il a énormément d'expérience, il est très respecté. Donc il a monté un groupe comme en 2018 qui est solide, mais qui n'est pas flamboyant. La seule, peut-être vraie grande star de cette équipe, c'est Neymar. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que même les joueurs, comme tu as dit, qui est souvent titulaire comme Richarlison, je pense que c'est un gars qui serait même pas sur le banc en 2002. Il serait même pas sur le banc dans beaucoup d'équipes. Il est possible. Et Neymar, donc oui, c'est le meilleur de cette équipe, le meilleur buteur de cette équipe. Il a été capitaine. Mais voilà, c'est le joueur le plus cher du monde. Il forme un duo incroyable au Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. Mais il entretient des relations compliquées avec les supporters, avec les médias en général, du fait de ses blessures assez récurrentes et de son comportement sur et en dehors du terrain, où malgré un talent immense, il reste très critiqué. Et le Brésil ne fait pas exception puisqu'il alterne le très très bon et le très moyen. Et ben, je pense qu'il ne reste qu'à voir qu'est-ce qui va se passer en 2022 au Qatar. Est-ce qu'ils vont retrouver la stabilité qu'il leur faut pour gagner leur 6e Coupe du Monde ou est-ce qu'encore une fois ça va être une déception, lesquelles ils ont vu pas mal depuis l'année 2002. Écoute, à mon sens, c'est difficile de se prononcer maintenant, mais voilà, si la compétition se jouait dans un mois, je te dirais qu'il y a beaucoup de sélections qui sont devant eux. Encore une fois, c'est que mon avis, mais en termes de qualité, en termes de cohésion, en termes vraiment de jeu, je pense qu'il y a pas mal de sélections qui sont plus favorites que le Brésil et qu'ils auront notamment besoin d'un très très grand Neymar sur la compétition s'ils veulent briller. C'est un petit peu douteux d'avoir donc un défenseur central de 38 ans assez faible mentalement titulaire dans ta défense. Pour moi, cette équipe manque de leader. Donc voilà, je ne les mets pas dans mes favoris. Mais peut-être que tu as un avis différent. Non, non, pour le coup, je suis vraiment d'accord avec toi parce que cette équipe-là, franchement, quand tu me dis que Neymar, c'est non seulement ton meilleur joueur, parce qu'au niveau de qualité, footballistiquement parlant, il y a pas de question, mais est-ce que c'est un leader mentalement parlant? Je suis, euh, je suis pas convaincu, disons comme ça, parce que même quand tu regardes par exemple Cristiano Ronaldo avec le Portugal, tu vois que c'est non seulement un leader sur le pitch footballistiquement parlant, mais c'est aussi quelqu'un qui mentalement est là pour son équipe et qui est un vrai leader. Neymar, je le vois pas tout à fait comme ça, et surtout à voir en quelle forme il va être en 2022, parce qu'on ne sait jamais avec les Brésiliens, avec la vie festive, avec l'hygiène de vie qui est pas top top. Donc, je suis d'accord avec toi que pour le moment, il y a, je pense, une dizaine d'équipes au moins qui ont des effectifs qui sont plus stables, plus corrects que l'effectif de Brésil actuellement. Mais on va voir ce qui va se passer d'ici 2 ans, d'ici même pas 2 ans, d'ici 1 an et demi presque, je dirais. On va voir ce qui va se passer avec les jeunes pipites qu'ils ont actuellement, comme par exemple Rodrigo et Vinicius. Est-ce qu'ils vont progresser comme on veut qu'ils progressent, pas toi, mais comme moi je veux qu'ils progressent. Donc maintenant, très difficile de faire des pronostics. Mais en tout cas, si tu me parles de Vinicius et Rodrigo, je suis encore plus certain de mon pronostic. Le Brésil ne va pas aller bien loin dans cette Coupe du Monde. Eh ben écoute, on va voir, comme j'ai dit, d'ici 1 an et demi presque. Stan, merci. Je pense que là, on a fait le tour sur la Seleção. C'était bien. Merci Xavier, c'était très intéressant de parler avec toi. Moi, j'ai un petit conseil pour toi, parce que j'ai fait le tour du calendrier. Cette semaine, le match que je te conseille de regarder, c'est Milan-Juve en Serie A, c'est le 6, et ça risque d'être une très 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 belle affiche. Eh ben, merci pour ce conseil. Je te conseille également de regarder un autre match, le 6 aussi, pareil, le mercredi 6. C'est le derby de Manchester United, Manchester City en Coupe de Ligue. Donc ça risque d'être très intéressant. Mais écoute, c'est un programme qui m'a l'air pas mal, donc encore une fois, je te remercie. C'était une bonne reprise pour 2021, et on se retrouve la semaine prochaine. Je suis tout à fait d'accord. Très belle reprise.
Donc je te dis à la prochaine. Hala Madrid, Hala Madrid, Hala Madrid. Barça!